Vous êtes toujours sur le débrief d'Histoire Crépue, l'émission où on parle d'actu avec une grille de lecture décoloniale et ça fait du bien. Aujourd'hui, on se pose une question très importante. La lutte contre l'antisémitisme est-elle instrumentalisée en France? C'est la question que voulait poser le collectif Guerre permanente ou paix révolutionnaire, il faut choisir. Donc le 6 décembre dernier, ce collectif avait organisé une rencontre avec la philosophe Judith Butler au Cirque électrique. Au programme, une discussion donc entre Judith Butler, Françoise Vergès et Olivier Marbeuf qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Une discussion donc suivie d'un moment de réaction entre plusieurs collectifs militants, dont les collectifs juifs décoloniaux de l'Union juive pour la paix et de Tzedek, dont Déborah est aujourd'hui présente avec nous. Bonjour. Bonjour. Et aussi le NPA, Parole d'honneur. On a Mariam aujourd'hui de Parole d'honneur. Bonjour. Bonjour. Et l'AFA Paris Banlieue. Donc il faut savoir que cet événement était prévu depuis donc plusieurs mois, mais les massacres du 7 octobre ont remis la guerre à Gaza au cœur de l'actualité et produit une réaction pour le moins surprenante. Cet événement a été tout simplement interdit par la mairie de Paris au motif qu'il pourrait engendrer des troubles à l'ordre public. En plus de ça, on a entendu des rumeurs comme quoi Judith Butler aurait été instrumentalisée par les organisateurs de la soirée. Pourtant, Judith Butler, c'est une intellectuelle reconnue. Elle est membre de l'association Jewish Voices for Peace, qui milite depuis des années avec un message clairement antisioniste et pour la libération de la Palestine. La même semaine, elle est d'ailleurs intervenue au Centre Pompidou et dans plusieurs grands lieux de la capitale sans que cela pose problème. Alors pourquoi la mairie de Paris a tout fait pour l'empêcher de parler au cirque électrique? Comment expliquer cette peut-être censure d'État d'une grande philosophe engagée? Mais au-delà de l'annulation, quel était aussi le contenu de la discussion qui devait avoir lieu? C'est pour y répondre qu'on a invité donc aujourd'hui Olivier Marbeuf, donc, qui était censé faire la modération. Je te représente, Mariam donc, du collectif Parole d'honneur et Déborah du collectif Tzedek. Alors Olivier, tu devais donc modérer cette discussion et donc ça a été annulé. Quelle est votre réaction un petit peu? Je vous pose la question à tous les trois. Face à cette annulation, comment vous l'avez pris, comment vous l'interprétez? Peut-être qu'on va commencer avec toi, Mariam. Ouais. Alors pour moi, cette interdiction, elle intervient en raison de deux choses principales. En fait, le problème, c'est qu'on a un message qui n'est pas la ligne du gouvernement, du Parti socialiste, de la mairie de Paris ou de l'État français. Cette ligne-là, c'est une ligne qui demande la paix en Palestine, qui demande la fin de la colonisation en Palestine, qui a un propos sur l'antisémitisme. Donc, tout simplement, nous, quand on lutte contre l'antisémitisme, on lutte contre le fait d'associer les juifs aux sionistes, ce qu'Israël fait et ce que le gouvernement reprend. Et enfin, on lutte contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme, ce qui a été fait avec la marche du 12 novembre, qui pour nous est une marche raciste et une marche anti-arabe. Et donc, pour nous et pour moi, c'est ce message-là porté qui n'avait pas le droit d'être prononcé, spécifiquement aussi du fait de l'alliance entre des groupes et des collectifs antiracistes issus du mouvement décolonial, comme nous, Parole d'honneur, etc., et des organisations juives, donc comme Tzedek et comme l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, et là, avec le truc en plus qui est Judith Butler, qui est l'énorme intellectuelle, reconnue à l'international, membre du comité du bureau exécutif de Jewish Voices for Peace. Et donc pour moi, tout ça, c'était inadmissible, en fait, pour la mairie de Paris, que ça se tienne à Paris. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de gens qui voulaient venir, mais peut-être trop par rapport à ce que le cirque électrique pouvait accueillir en réalité. Et donc ça leur a fait peur. Ça leur a fait peur, voilà, parce qu'on a déjà fait d'autres événements plus petits. Là, ça n'avait pas suscité de grands problèmes dans des mêmes lieux, dans d'autres lieux, subventionnés ou non. Donc là, c'était vraiment le gros truc, plus le message politique, plus l'association, à mon avis, qui a vraiment effrayé et qui a fait qu'ils ont mis un coup d'arrêt à ça. Peut-être, Déborah, tu fais partie, toi, du collectif juif décolonial Tzedek. Comment est-ce que tu interprètes, toi, cette annulation, cette réaction de la mairie de Paris? Oui, je rejoins totalement ce que disait Mariam. En fait, pour nous, c'est une censure qui s'inscrit dans le tournant autoritaire du gouvernement français qu'on constate aujourd'hui et sa répression aussi du mouvement de solidarité avec la Palestine, qu'on a vu notamment avec l'interdiction des manifestations pendant plusieurs semaines après le 7 octobre, avec les déprogrammations de militants et de militantes palestiniennes ces dernières années, notamment. Et en fait, pour moi, en censurant cet événement, la mairie de Paris, elle envoie plusieurs messages. Un de ces messages-là, c'est de dire que la question de l'instrumentalisation
de la lutte contre l'antisémitisme, elle est problématique et qu'on ne peut pas l'aborder, qu'on doit parler de l'antisémitisme, mais que la question de l'instrumentalisation pose problème. Donc ça, c'est déjà un point. Et le deuxième point, peut-être le plus important, c'est exactement ce que disait Mariam, c'est qu'il y a quelque chose autour de l'union de toutes ces forces, le mouvement décolonial, la gauche radicale, les juifs antisionistes, qui s'emparent de la question de l'antisémitisme. Et ça pose problème aussi. Il y a un peu cette idée que voilà, le mouvement décolonial, la gauche et les juifs antisionistes ne pourraient pas, ne devraient pas parler de l'antisémitisme. Et en fait, en tant que groupe individuel, voilà, les décoloniaux, la gauche radicale et les organisations comme Tzedek et l'UJFP, on pose déjà soi-disant problème pour les institutions françaises et les pouvoirs publics, mais le fait qu'on se rassemble et qu'on collabore autour de cette question de l'antisémitisme, de la paix en Palestine et de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, c'est perçu comme en quelque sorte dangereux, quelque chose de dangereux, parce qu'on présente vraiment un contrepoids au discours dominant et on présente une alternative, une autre façon de penser à la question de l'antisémitisme qui fait peur au pouvoir public. Et Olivier, toi, du coup, tu devais modérer la discussion. Donc, tu es dans le collectif Guerre permanente ou Paix révolutionnaire, il faut choisir. C'était à l'initiative de ce collectif que la rencontre avait été organisée. Tu devais être avec Françoise Vergès pour modérer. Vous aviez préparé depuis longtemps cette table ronde, cette discussion. Comment est-ce que tu as perçu, toi, l'annulation voilà, est-ce que ça vous a surpris ? Surpris, oui, en fait, il faut dire, parce qu'on est toujours en train d'essayer de faire des choses pour les faire. On ne crée pas un événement pour qu'il n'ait pas lieu. On n'est pas là. Donc oui, surpris quand même, oui. Ça marque une ligne de front dont on a vu plusieurs signes. Moi, je voulais rajouter à ce qui a été dit jusqu'auparavant par Mariam et par Déborah, que je pense qu'il y avait encore un autre étage, je dirais, à cette alliance qui était aussi la réflexion qu'on porte avec Françoise Vergès sur la question de la scène culturelle. Et on voulait en fait avancer, en plus de toutes les questions militantes qui nous préoccupent comme militants décoloniaux, avec Françoise, notre position sur la scène de l'art et sur la scène de la culture, qui était particulièrement mutique et tenue muette pendant tous ces derniers mois et depuis assez longtemps en France, et même où on a vraiment senti un niveau de terreur que moi, je dois dire, ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine, que j'avais jamais vu en France. Les gens ont peur de parler de cette question. Vraiment ont peur. C'est même pas en fait. On n'est même pas arrivé au niveau, je dirais, d'avoir des débats contradictoires ou des nuances, etc. C'est même peur d'ouvrir le débat. La pétition qui avait circulé dans le monde de l'art était une pétition adressée à la ministre de la Culture pour lui demander en quelque sorte l'autorisation de pouvoir organiser des débats dans les espaces culturels, dont on sait qu'en France, ils dépendent très largement de différents niveaux d'État, l'État, les régions, la ville. Là, c'est la ville qui censure, mais des lieux dépendants financièrement d'autres niveaux culturels auraient subi le même problème. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la pression qui va être mise, c'est sur le lieu qui organise, considérant que donc sa subvention est menacée. Donc là, on a un usage de l'argent public, notre argent public, comme outil politique de menace spécifique, ce qui ne correspond pas en fait à l'idée qu'on défend au niveau démocratique. Et nous, on avait été prudents avec Françoise. Elle était à l'initiative, Françoise, est-ce qu'elle a un lien très personnel aussi avec Judith Butler, de travailler un débat qui, justement, ne donnait pas beaucoup de prise sur ce qu'on voulait faire, dans la mesure où il était très transparent par rapport à l'intervenante Judith Butler, extrait de ses propres interventions et de ses propres livres qui lui ont été soumis en amont et qu'elle a validés. Donc elle connaissait toutes les questions, c'était que par rapport à ses livres, vous aviez préparé ça en avance, donc elle savait exactement dans quoi elle s'engageait, et malgré ça, ça a été, voilà, on a dit que peut-être qu'elle avait été manipulée, quoi, c'est ça. Là, il y a un problème qu'on peut ajouter, c'est la Judith Butler qui est invitée le lendemain au Centre Pompidou, c'est la papesse du queer, quoi. Donc elle arrive, ville de Paris, on va parler de tout son travail sur la théorie des genres, qui est un travail aussi d'une autre radicalité, et nous, on avait aussi... discuter avec elle qu'elle vienne donc ce 6 décembre, de longue date, puisque la date du 7 décembre au Centre Pompidou est connue depuis assez longtemps. Donc bien avant ce nouvel épisode du conflit, on avait décidé de profiter en quelque sorte de sa présence en France pour faire cette rencontre-là. La ville de Paris n'a pas eu envie d'accueillir cette hôte Judith Butler. Et peut-être qu'on va revenir sur on a parlé d'instrumentalisation de l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Peut-être, Déborah, revenir sur... c'était quand même dans l'intitulé de cette rencontre qui devait avoir lieu, la question de l'instrumentalisation et de l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, c'est important de disséquer un peu ce terme-là, parce qu'en fait...
En tout cas, pour nous, au collectif Tzedek, c'est impossible de parler de l'antisémitisme en France aujourd'hui sans parler aussi de son instrumentalisation. On voit progressivement, surtout ces dernières années, en France, que la lutte contre l'antisémitisme, telle qu'elle est menée par les institutions, les pouvoirs publics, le gouvernement, devient de plus en plus un outil de gouvernance autoritaire qui cible les minorités en France, particulièrement les musulmans, qui cible la gauche, également les organisations des droits humains. Et en fait, on ne peut pas dissocier la façon dont les pouvoirs publics stigmatisent certaines populations dans cette lutte contre l'antisémitisme qui devient presque comme la lutte contre le terrorisme ou la défense de la laïcité. En fait, un outil autoritaire, alors que pour nous, au collectif Tzedek, mais aussi pour des organisations juives antiracistes dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe et ailleurs, en fait, la lutte contre l'antisémitisme, c'est, et ça devrait être, une lutte pour l'égalité, une lutte pour la libération collective, parce qu'en fait, vraiment, le fondement de la lutte contre l'antisémitisme, c'est l'histoire juive, c'est la souffrance juive et une lutte contre l'oppression non seulement des Juifs, mais aussi toute forme d'oppression. Et donc, quand on voit un gouvernement, que ce soit le gouvernement français, mais également on peut parler du gouvernement israélien et des États occidentaux de manière générale, qui utilisent une lutte qui devrait être une lutte contre l'oppression et et pour l'égalité, comme un outil autoritaire, que ce soit la répression des manifestations, des prises de parole publiques, l'annulation de cet événement. En fait, c'est alarmant parce que ça détourne une lutte contre le racisme en produisant du racisme et ça n'assure pas la sécurité des Juifs, en fait, parce que ça ne fait que créer un ressentiment anti-juif qui nous met également en danger en tant que Juifs et Juives. Et là, je pense que tu pensais beaucoup aussi à la marche qui a eu lieu donc, contre l'antisémitisme, une grande marche à laquelle notamment des personnes du Rassemblement national ont participé. Et peut-être que tu voudrais réagir aussi sur cette question de l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme au travers de ce type d'événements comme la marche ou... Alors oui, ce qui s'est passé avec la marche du 12 novembre, c'est que ça a été une marche déjà, rappelons qui organise la marche. Donc ça a été une marche organisée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Donc qui sont tous les deux parties prenantes, vraiment de formations politiques qui ne sont pas connues, en tout cas de notre point de vue, pour lutter contre l'antisémitisme. Au contraire, nous on pense même qu'ils l'alimentent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont même marché avec l'extrême droite. Donc évidemment, cette marche-là, c'est une supercherie énorme et elle a été utilisée justement pour s'attaquer à Mélenchon, pour s'attaquer à la France insoumise, pour s'attaquer à tous les absents en fait, pour s'attaquer aux absents. Dire voilà, l'arc républicain c'est celui-ci, nous sommes contre l'antisémitisme, selon quoi je ne sais pas. Ils sont même contents que l'extrême droite vienne, oui c'est bien, l'extrême droite peut changer, etc. Voilà, c'est totalement une lecture vraiment morale, vraiment... C'est l'État, quoi. Là, c'est vraiment l'État. Et donc, ils instaurent un cordon sanitaire entre nous, l'arc républicain propre sur lui, on marche contre l'antisémitisme. Et comme on le dit, il suffit de le dire pour que ce soit vrai. Donc, c'est pas du tout politique. Et de l'autre côté, les antisémites, voilà. Vous ne venez pas, vous êtes antisémite. En fait, on est constamment dans ce chantage-là. Antisémite ou pas antisémite. Et on en parlait tout à l'heure en coulisses, c'est eux-mêmes qui font le lien, qui parlent du conflit au Proche-Orient. Donc ils disent tout le temps que ce sont les décoloniaux, la France insoumise qui importent le conflit, c'est les Arabes en France, c'est les musulmans qui importent le conflit, c'est eux qui importent le conflit, c'est eux qui sont incapables de s'attaquer à cette question-là véritablement de l'antisémitisme et de la lutte contre la colonisation en Palestine en fait. Voilà. Peut-être, Olivier, tu veux rebondir sur ce qui vient d'être dit et sur ce lien qu'on fait effectivement beaucoup. Là, il y avait cette marche qui était appelée « Marche contre l'antisémitisme », clairement, mais pourtant, il y a ce rapport avec l'État. Enfin, il n'y avait pas de possibilité de parler. En fait, ça mélangeait la question de la critique de l'État d'Israël, en fait, et la question concrètement de l'antisémitisme ici en France, quoi. Oui, complètement. Et bon, il faut comprendre aussi, comme je l'expliquais au départ, notre proposition à Judith Butler, qui a un agenda de ministre pour le coup, datait de bien avant. Donc, comme beaucoup de choses
qu'avaient en tête des mouvements décoloniaux, évidemment, ce pic du conflit a modifié la perspective de ce qu'on voulait faire. Et la marche du 12 novembre a donné presque un autre sens, ou alors a confirmé, malheureusement, mais de manière presque caricaturale, ce qu'on pressentait. Donc c'est vrai que l'événement du 6, il arrive au bout d'une séquence où il est sursignifié presque négativement par ce qui est proposé par le pouvoir en place et par ses alliés et par les conservateurs. Mais au fond, ce qu'on visait, c'était essayer de pouvoir avoir une discussion sur un rapport à Israël en tant qu'État colonial et en tant que projet colonial, et aussi concrètement comment ça se déroule aujourd'hui pour obtenir une paix et une possibilité de vivre en tenant des éléments extrêmement concrets. Là, effectivement, on est forcé de parler conjointement de ces deux questions-là, qui ont des liens, mais qui ont aussi des origines différentes. Moi, j'estime que discuter en fait de l'antisémitisme à gauche est une réflexion et une question très importante qu'on n'a jamais voulu éviter, mais la synchroniser avec le moment où seule la gauche lutte contre l'État d'Israël, c'est malhonnête. C'est malhonnête parce que du coup, ça empêche de faire une partie du travail, en fait, et il y a une autre partie du travail qui demanderait aussi d'autres chronologies, d'autres espaces. Là, il y a une espèce de collision qui, d'ailleurs, l'annulation, pour moi, c'est une collision aussi d'un ensemble de confusions qui sert à personne, quoi. Et nous, effectivement, on avait envie de se dire, on pense qu'on peut ouvrir, c'est pas un débat facile, mais on pense qu'on peut ouvrir une critique sur Israël. On voulait commencer par une critique culturelle, on fait venir une philosophe qui est clairement antisioniste et qui a des arguments là-dessus pour pouvoir aussi permettre, y compris à l'intérieur de la diversité des personnes intéressées par la question, de pouvoir y entrer. Parce que moi, j'estime que là, tout le monde s'enfuit. Il ne reste plus que les militants et tout le monde a peur. Moi, sur la scène qui est la mienne où je travaille, les gens même se demandent pourquoi je prends la parole là-dessus, tellement ils trouvent ça dangereux. Mais moi, parce qu'on est en France. C'est parce qu'on est en France, quoi. Et là, effectivement, le contexte de dangerosité, moi, m'étonne et m'inquiète. Je dis à mes collègues, c'est inquiétant. On est en train de vivre un moment historique où on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter en France. Et justement, là, tu dis, il y a cette peur qui règne, en fait, c'est vrai, de parler de cette question. Actuellement, c'est hyper compliqué, tout le monde se cache, tout le monde fuit cette question. Et on accuse souvent, justement, la gauche de ne pas lutter assez contre l'antisémitisme ou de ne pas assez se remettre en question sur son propre antisémitisme. Je sais que, Mariam, tu voulais réagir à cette question qui est une question qu'il faut aborder concrètement. Alors, c'est très important de répondre à cette attaque-là, toujours dans la continuité de ce qu'on dit tout à l'heure, parce que c'est des attaques qui sont faites par les classes médiatiques et politiques, et par les classes dirigeantes, par l'État, par l'extrême droite, etc. En particulier contre la France insoumise, mais aussi, nous, on est touchés, en fait, contre les mouvements plus radicaux, plus révolutionnaires, entre guillemets, de gauche radicale, des coloniaux, etc. Pourquoi est-ce que la gauche ou l'extrême gauche, ça c'est une critique qu'on entend, ne traite pas assez ou pas au même niveau que les autres racismes comme l'islamophobie, la question de l'antisémitisme? Alors, déjà, tout simplement parce que en fait, l'antisémitisme, si on comprend bien ce que c'est un racisme produit par l'État. Donc déjà, on a une lecture politique de ce que c'est que l'antisémitisme, et l'antisémitisme, de ce fait-là, crée des groupes, enfin, les Juifs constituent un groupe social racisé. D'accord, donc ça, on est d'accord sur ce point-là. Ensuite, le problème, c'est que c'est l'État qui fixe l'agenda, raciste. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années 30, ou sous l'occupation en France, effectivement, les Juifs étaient la cible privilégiée du racisme d'État. Aujourd'hui, on a des lois islamophobes, on a la loi séparatisme, on a des dissolutions d'organisations qui défendent les droits des musulmans comme le CCIF, etc. Aujourd'hui, le racisme qui est pris de manière prioritaire par l'État, c'est bien l'islamophobie. Et c'est pour ça que la gauche et que les mouvements antiracistes ont réagi, en fait. Nous, on répond. On est obligé de répondre à cet agenda qui est fixé par l'État, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie d'un autre côté qu'il y a de l'antisémitisme en France, etc. Ça, on ne l'oublie jamais. Et la preuve, on fait un événement qui s'appelle Contre l'antisémitisme. Donc voilà, ça, on ne l'oublie jamais parce qu'on sait que les catégories raciales produites par l'État, en fait, elles continuent d'exister et que l'une n'existe pas sans l'autre. C'est-à-dire que le racisme, ça oppresse les différentes communautés, certes à certains niveaux, mais il y a aussi une dialectique entre elles. C'est pour ça qu'on ne lutte pas contre l'islamophobie sans lutter contre l'antisémitisme.
Oui, c'est pour ça que nous, on fait toujours des liens entre les deux et que tout ça, ça va ensemble, en fait. Et que l'État lui-même, il joue sur les différentes communautés et sur les différents racismes. Il oppose parfois les communautés arabo-musulmanes voilà, aux communautés juives. Et donc ça, et c'est pour ça qu'il faut y répondre. Et deuxième chose sur la gauche et l'extrême gauche, la gauche et l'extrême gauche ne produisent pas de projets politiques ou de théories politiques antisémites. Voilà, alors que l'extrême droite, par exemple, si, et là je vous renvoie vers le texte de René Mondin sur le site Contretemps, qui documente en fait toute cette littérature antisémite qui existe et qui grandit dans des maisons d'édition de droite et d'extrême droite. Voilà, donc ça aussi il faut le dire, quand on entend dans les médias Mélenchon c'est l'antisémite, à ce que je sache, Mélenchon n'a pas de projet antisémite, l'extrême droite si. Voilà. Et il y a une autre question qui est souvent, qu'on fusionne souvent, c'est de dire, en tout cas en France, il y a cette réflexion qui alimente beaucoup, de dire quand on est donc antisioniste, ça veut dire qu'on est aussi antisémite. Ça, c'est aussi une chose que vous voulez déconstruire dans la réflexion que vous menez chacun dans vos groupes différents. Est-ce qu'on peut rapidement parler, peut-être Olivier, je sais que tu voulais en parler un petit peu. Oui, mais très rapidement, moi je pense qu'effectivement, là, il y a une confusion stratégique. Si nous, on a voulu en fait inviter Judith Butler, c'était pour prendre aussi Israël comme finalement, c'est paradoxal, mais c'est quand même un point de lecture particulier, parce que l'État d'Israël actuellement produit de l'antisémitisme également. C'est l'un des producteurs parmi tout un ensemble de producteurs dont on parle. C'en est un. Je veux dire, en menant des guerres asymétriques aussi violentes, il crée forcément des ressentiments. Je veux dire, ça me semble être pas dingue de dire ça. Après, la question antisioniste, il y a un projet en fait politique que Mehdi a résumé, quand on résume l'origine du projet, lorsqu'on est dans une position de gauche radicale, c'est pas très étonnant qu'on soit pas d'accord avec le projet. Il a d'abord une histoire, un passé, une perspective, du minoritaire vers une forme plus majoritaire. Et puis après, à l'intérieur de ça, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a plein de débats possibles. Mais que la puissance de l'équivalence qui se crée comme ça interdit justement tout un niveau de débat qu'on pourrait nous reprocher de ne pas avoir. Mais tu dis, mais quel espace pour avoir ce débat-là? Donc l'invitation de Judith Butler, elle voulait aussi réouvrir l'espace du débat qui est à l'intérieur de la question antisioniste ou à l'intérieur de la question de la critique d'Israël. Alors là, peuvent rentrer tout un ensemble de nuances, des agendas, des projets pour le pays, quelles pourraient être les solutions? On ne peut rien dire de ça, donc on ne peut pas avancer selon ce qui est important pour nous, c'est-à-dire amener une vie digne et possible pour les Palestiniens, amener une vie digne et possible pour les Israéliens aussi. Et en fait, on ne peut même pas arriver à cet endroit-là parce que cette équivalence-là, elle est mortifère pour moi. Et justement, peut-être, Déborah, rebondir aussi sur ce point-là, parce que vous, à Tzedek, vous avez une position du coup de lutte contre l'antisémitisme, mais qui n'est pas contradictoire avec la volonté d'une libération de la Palestine aussi. Oui, exactement. En fait, cet amalgame antisionisme, antisémitisme, il est très dangereux parce qu'en fait, en assimilant toute forme de critique d'Israël ou de critique du sionisme à de l'antisémitisme, on commence à ne plus comprendre qu'est-ce que c'est réellement que l'antisémitisme. En fait, ça crée énormément de confusion autour de qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme, c'est quoi ses causes, ses racines, comment l'adresser, comment l'identifier. Et en fait, c'est un amalgame qui a été institutionnalisé presque dans tous les pays d'Occident. Enfin, en France, on peut parler notamment en 2019, l'Assemblée a adopté la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, l'Institution internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Et cette définition, elle dit très spécifiquement que la critique d'Israël est une forme d'antisémitisme. Donc, une fois que ce genre de définition est adopté à l'Assemblée nationale, en fait, ça façonne toutes les analyses et toutes les grilles de lecture de l'antisémitisme. Et c'est le cas, pas seulement en France, mais ailleurs en Europe, aux États-Unis et bien sûr en Israël. Et en fait, pour nous, et pas seulement au sein du collectif Tzedek, mais vraiment à l'international, parce qu'il y a un mouvement, il y a un soulèvement juif, anti-apartheid, anti-colonial à l'international. On le voit particulièrement aux États-Unis. Enfin, il y a eu des manifestations et des mobilisations incroyables aux États-Unis, menées notamment par Jewish Voice for Peace, mais aussi d'autres organisations comme If Not Now, des organisations juives antisionistes ou critiques de l'apartheid, qui ont vraiment mobilisé énormément de personnes. Et on a vu des images incroyables, notamment dans des gares aux États-Unis, etc. Et je pense que, en fait, ce n'est pas une opinion. Enfin, cette critique de cet amalgame antisionisme égale antisémitisme,
où cette critique de cette polarisation entre la lutte contre l'antisémitisme d'un côté et la lutte pour la libération de la Palestine de l'autre, en fait, c'est quelque chose que de nombreuses personnes juives dans le monde rejettent. Et c'est important de le rappeler parce qu'en fait, on a tendance à nous isoler, nous dire que parce qu'on est à contre-courant du discours dominant au sein des communautés juives, que en fait notre voix n'est pas légitime. Mais je pense que voilà, c'est l'occasion parfaite de dire que en fait on n'est pas si minoritaire que ça et qu'il y a des soulèvements de ce genre à l'international et qu'en fait on ne peut pas opposer la lutte contre l'antisémitisme qui est nécessaire en France aujourd'hui et ailleurs, avec la lutte pour les droits du peuple palestinien. Et même, je dirais même que dire que cette lutte pour le peuple palestinien, dire qu'elle serait en quelque sorte antisémite, c'est une manière de dire que la lutte pour l'égalité, c'est antisémite, que c'est anti-juif. Et c'est vraiment problématique comme raisonnement et il faut le nommer, il faut s'y opposer. Et justement, là, on parle beaucoup de cette question de l'antisémitisme et il y a quelque chose qui est souvent reproché, notamment ce que vous appelez chez PDH, donc Parole d'honneur, vous appelez les indigènes. Donc en fait, les personnes musulmanes en France ou les gens de quartier ou entre guillemets les arabes comme on dit, qu'on accuse aujourd'hui d'être antisémites, qu'on accuse d'avoir un antisémitisme fort. Vous travaillez ou est-ce que vous fuyez cette question? Est-ce que vous la travaillez? Très bonne question. Ceux qui nous connaissent, ils savent déjà parce qu'on en parle souvent. Mais cette question de l'antisémitisme des Arabes en France, je prends le cas de la France, elle est très intéressante parce que nous, on ne la fuit pas du tout, mais par contre, on l'explique politiquement en accord avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Donc si on a dit que le racisme et l'antisémitisme, c'était une production de l'État, une fois qu'on a dit ça, on peut dire d'une part, déjà je veux dire ça, que les Arabes en France, ils vivent pas ailleurs en fait. Donc oui, ils sont traversés d'une part par ça. Mais ensuite, il y a une spécificité qui est spécifique à leurs conditions. C'est que, en fait, on va observer un antisémitisme, entre guillemets, de réaction. Donc c'est pas un antisémitisme qui serait très politisé, très théorisé, comme à l'extrême droite, par exemple. Mais là, ce serait un antisémitisme de réaction, en fait, au racisme d'État qui, justement, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, assimile, par exemple, les Juifs aux sionistes. Ça veut dire que tant que l'État dit si vous êtes antisioniste, vous êtes antisémite, effectivement, que les gens vont se dire attendez, je suis antisioniste parce que, je sais pas moi, les descendants d'Algériens, les Algériens, les Marocains, ils descendent d'une histoire coloniale et donc ils sont particulièrement sensibles à cette question de la Palestine pour des raisons aussi identitaires. Et donc ça les touche. Ils se disent attendez, dans ce cas, je suis antisémite, c'est la faute des Juifs, tout ça. C'est ce que la télé me dit, en fait, du matin au soir. C'est la faute des Juifs. Si vous défendez pas Israël, vous êtes contre les Juifs. Ça, c'est ce que Meir Habib dit tout le temps. Voilà. Meir Habib, il disait un Juif ne peut pas être colon en Judée, ou cette phrase est très connue. Donc, il y a ça. Ensuite, il faut aussi dire que cet antisémitisme de réaction chez les indigènes, chez les racisés, elle est quand même, d'une certaine façon, on l'observe. On ne l'observe pas chez les plus politisés. En fait, on l'observe chez ceux qui sont moins politisés. Parce que justement, dans les espaces politiques comme les nôtres, nous, en fait, on parle tout le temps de ça. Nous, tout le temps, on déconstruit tout ça. Donc chez nous, il n'y a pas ça, et même dans les manifestations. Ceux qui font les manifestations pour la Palestine, comme Youssef Boussouma depuis des dizaines d'années, ils vous diront qu'avant, oui, il y avait plus de je sais pas moi, peut-être des réflexions, des pancartes antisémites, et qu'aujourd'hui, si vous baladez dans les manifestations pro-palestiniennes, on n'observe plus vraiment ça. Donc ça, c'est une chose. Et de ce fait-là, si c'est chez les moins politisés, eh bien nous, on interroge la mairie de Paris qui nous empêche, mais aussi le champ politique qui nous empêche notre parole d'exister. Quel est votre réel but? Est-ce que votre but, c'est vraiment de lutter contre l'antisémitisme ou est-ce que c'est au contraire de le favoriser pour mieux justifier votre répression ensuite des quartiers ou des populations arabo-musulmanes en France, quoi? Tu veux dire que si les gens avaient plus accès au discours que vous développez, par exemple, chez Parole d'honneur, il y aurait moins ces cas d'antisémitisme réaction qui peuvent arriver chez les gens moins politisés? Je pense, oui. Et il y a une autre question que je voudrais poser qui est aussi importante. Moi, en tant que personne noire, c'est une question qui est très sensible quand on est noir. Il y a beaucoup de gens qui ont fui cette question aussi. Est-ce qu'on parle de ce qui se passe à Gaza ou pas? Olivier, toi qui as beaucoup réfléchi sur cette question, comment est-ce que tu expliques la manière dont aujourd'hui les personnes noires en France se positionnent ou réagissent par rapport à cette question?
Déjà, pour dire que moi, une des raisons sensibles, mais que je partage aussi avec Françoise Vergès, c'était que ouvrir ce débat à plusieurs niveaux entre différentes organisations et différents aussi champs, et c'était aussi essayer de créer les conditions pour que les gens se relient à la question. Quand on lutte, on doit trouver une manière de se relier. Et on est toujours relié, en fait, de différentes manières. C'est comme lorsqu'on parle des questions intersectionnelles, c'est pas un paquet qu'on met sur la table, on rentre toujours par quelque part. Donc on va rentrer par le fait qu'on est juif dans la question de ce conflit, par le fait qu'on est de culture musulmane, par le fait qu'on vit dans la région, et puis quand les autres Français, comment ils entrent dedans? Ils entrent par le discours d'État, déjà aussi, qui va effectivement produire toute une question, tout un agenda racial qui va nous donner un ordre où on doit être. Et c'est vrai que dans ce spectre-là, on ne parle pas des Noirs. Et c'est intéressant. Et alors, évidemment, là, va se jouer un ensemble d'éléments qui vont jouer pour le lien ou contre le lien, en fait. La première des choses, qui est peut-être la plus triviale, mais qu'il faut la dire, dans les communautés noires en lutte, ils se disent, nous, quand on lutte sur les questions négrophobes, on ne vous voit pas. Donc là, il y a la question de la spécialisation des luttes, qui est quelque chose qui peut avoir un sens en termes de travail, de recherche, d'intellect, d'approfondir quelque chose, mais qui pose des problèmes de convergence, sur lesquels, quand tu es en situation de te faire agresser en permanence, les temps de convergence dans lesquels on va discuter de comment on va pouvoir se mettre ensemble sur des accords et des désaccords sont réduits, et parce qu'évidemment, il vaut mieux diviser pour mieux régner. Après, il y a des questions aussi spécifiques de l'histoire et de la grande histoire politique noire, et notamment de l'histoire entre le continent africain, mais aussi l'histoire des Amériques et des Noirs des Amériques, donc les Afro-Caribéens, Afro-Américains et les Noirs d'Amérique du Sud, où là, effectivement, j'ai envie de dire, on pourrait apprendre des choses et des liens inattendus s'il y avait l'espace de discuter d'Israël. Et effectivement, il y a d'abord cette espèce d'analogie en fait du peuple noir à la recherche d'un endroit pour vivre, une terre promise, et d'une terre promise, une analogie avec l'histoire juive et les mythes juifs, qui est assez importante, notamment qui alimente les nationalismes noirs. Et ça, c'est une chose qui serait intéressante de comprendre, même si cette analogie-là ne joue pas dans le sens qu'on croit. C'est-à-dire qu'elle joue à la fois d'un point de vue analogique en disant « oui, nous aussi, finalement, on va puiser, notamment autour de l'articulation du terme diaspora, qui, dans le 19e siècle, va prendre un nouveau sens et qui va être une articulation à la fois pour les mouvements juifs sionistes, mais aussi pour les mouvements nationalistes noirs. Il y a ça en commun, l'histoire d'être une diaspora. Et là, sur le terme diaspora, il y a vraiment une divergence. Et finalement, se retrouve dans la communauté noire, et c'est ça que moi je veux que les gens comprennent, la même divergence qu'on vient de citer pour la communauté juive. C'est-à-dire que certains, la diaspora, ça va constituer un peuple dispersé, absolument à reconstituer, tandis que pour d'autres, et c'est très vrai pour les Afro-Caribéens, la diaspora, c'est justement l'identité décentrée, et l'idée, en fait, que les diaspores noires n'ont pas d'endroit où ils vont revenir, ils vont être des êtres hybrides, et ils vont plutôt revendiquer le fait de pouvoir vivre partout, ce qu'est la revendication des juifs errants, en tout cas des juifs qui seraient partout dans le monde et qui disent on n'a pas besoin d'avoir un endroit parce qu'on participe pleinement et de manière complexe et contradictoire à l'histoire politique, à l'histoire sociale, à l'histoire économique et de toutes les tendances, en fait, dans les endroits où on est. On est partie prenante dans l'endroit où on est. Et donc, quelque part, ces divergences-là, elles existent dans l'agenda noir de la même manière. Et ça, c'est intéressant parce que, du coup, la difficulté de se situer, elle fait qu'il y a une divergence qui pourrait, du coup, apparaître sur le nationalisme noir d'un côté, on va dire, sur une pensée internationaliste noire, panafricaine, qui va exister avec la figure de Fanon. Et l'Algérie est un sujet hyper important, puisqu'en fait, il a joué, avant la Palestine, le même rôle de tension dans la communauté noire, et évidemment, avec aussi le fait que les Noirs disent tant que les Arabes et les Arabo-musulmans ne se mettent pas au travail sur la question négrophobe, nous, on n'ira pas. C'est devenu un critère assez important dans la communauté et qui sert bien l'État. Et moi, ce qui sert l'État me provoque toujours un peu de méfiance. Donc, en tout cas, voilà, il y aurait des choses qu'on aurait à comprendre si le débat était possible. Et il y avait une chose que tu me disais aussi en off, c'était cette question de comment aussi Israël est un laboratoire du colonialisme à venir, puisqu'on voit à quel point il y a une impunité aujourd'hui là, il y a l'usage des bombardements, le non-respect de la loi internationale, l'usage de l'intelligence artificielle même pour cibler, revendiqué par l'armée, plein de choses qui sont en fait, si Israël peut le faire aujourd'hui, ça peut être aussi dans l'intérêt des personnes notamment noires ou africaines, de se mobiliser en disant attention, c'est quelque chose qui peut nous arriver
aussi derrière, parce que ça ouvre une porte qui avait été plus ou moins fermée de la violence coloniale, quoi. Ça, c'est évident. Mais moi, ça, c'est la raison pour laquelle il faut se positionner. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un effet de laboratoire et d'expérimentation, puisqu'effectivement, Israël passe les limites de la loi internationale. Il n'y a plus, pour moi, de possibilité de loi internationale. Les Serbes seraient en droit de dire pourquoi on a jugé Milosevic et on ne jugerait pas l'armée israélienne aujourd'hui, sans parler du Rwanda ou de l'Afrique du Sud. Donc ça, c'est important. Mais aussi, en Israël, il y a un agenda qui concerne des pays qui sont en train de se faire recoloniser en termes de ressources. Vol de l'eau, vol de la terre, et là, effectivement, dans toute la Caraïbe, où des zones humides sont visées par des grands conglomérats privés pour construire des gated communities en vue d'une espèce de choc climatique, et là, ça concerne un pays qui, historiquement, a un rapport assez particulier avec Israël, qui est Haïti. Et là, on peut voir qu'il y a une tension, parce que un alignement sur Israël en termes d'imaginaire est contredit par une politique de vol de l'eau et de vol des terres arables et des terres humides, qui est aussi un problème dans Haïti aujourd'hui, comme un problème à beaucoup d'endroits sur le continent africain. Donc on voit bien que ce par quoi on se relie, entre mythes et réalité factuelle, ça produit un attachement différent. Et moi, ça m'intéresse pour que les communautés noires se mettent au travail dans un attachement qui peut être débattu, mais en tout cas qui doit s'enraciner dans quelque chose qui est l'avenir, pas simplement des Palestiniens, mais notre avenir à tous. Et peut-être que pour conclure un peu cette discussion, je voulais revenir avec toi, Déborah. On a parlé de l'instrumentalisation des luttes contre l'antisémitisme, de la question de la censure, finalement de l'annulation de cette discussion qui devait avoir lieu. Et quelque chose qui m'a surpris, c'est le fait que là, il y avait une grande voix, donc notamment de Jewish Voice for Peace, qui devait s'exprimer à Paris, avec une ligne politique qu'on connaît bien. Et la mairie, elle n'a pas hésité à censurer finalement cette voix. Comment est-ce qu'on explique, alors que c'est un moment où... justement, la question de l'antisémitisme doit être ouverte dans le débat, quoi. Oui, en fait, c'est presque ironique parce que la mairie de Paris, pour qui la lutte contre l'antisémitisme a priori est une priorité, n'est-ce pas, a en fin de compte, en annulant cet événement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a censuré une voix juive, et la voix juive d'une personnalité vraiment renommée, connue à l'international, etc. Elle a censuré plein de voix parce qu'il y allait avoir plusieurs intervenantes, Olivier, Françoise, toutes les associations et les partis qui allaient être présents, mais elle a en fait principalement censuré une voix juive. Et donc ça pose la question aussi de comment est-ce que cette lutte contre l'antisémitisme est pensée. Si elle est pensée à travers la censure d'événements où on peut décortiquer tout ce qu'on vient de dire, en fait, la complexité des liens entre lutte contre l'antisémitisme, libération de la Palestine, sionisme, antisionisme. Vraiment, on a besoin d'espace de pensée critique. En fait, c'est essentiel. Et en annulant cet événement, on a empêché cette pensée critique, cette discussion. Et après, je pense que il faut reconnaître que des voix juives critiques de l'apartheid israélien, du sionisme, sont de plus en plus censurées, mais elles sont censurées comme les voix palestiniennes sont censurées depuis des décennies et de plus en plus à travers le monde, comme les voix noires et arabes en France sont aussi censurées et contrôlées. Mais je pense qu'il y a quelque chose de peut-être ironique dans la censure des voix juives, parce que c'est souvent fait au nom de la lutte contre l'antisémitisme. On le voit beaucoup en Allemagne. La situation en Allemagne est vraiment très complexe. Il y a de nombreuses personnalités juives qui ont perdu leur travail, qui se sont fait virer pour leur prise de position sur Israël. En France, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais si des événements sur ce sujet sont censurés, je ne sais pas si... on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir. Ça fait vraiment partie de ce tournant autoritaire qu'on constate en France depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, tout ça pour dire que ces voix juives dissonantes qui s'allient notamment avec d'autres minorités, avec des communautés noires et arabes, qui s'alignent avec des collectifs palestiniens, des collectifs décoloniaux. En fait, c'est des voix qui ne sont pas jugées légitimes et qui ne sont pas jugées acceptables, surtout sur la question de l'antisémitisme et de son instrumentalisation. Et il faut vraiment adresser cette situation-là également.
Ben, merci beaucoup. On a vu que c'était une discussion hyper complexe. Vous aviez prévu que ça dure, je pense, plus de 2 heures dans la vraie table ronde. Là, on a eu 30-40 minutes pour en discuter. Déjà, merci de nous avoir fait entrevoir la complexité de ces sujets. Et moi, ça me fait vraiment comprendre qu'il faut effectivement oser aller creuser dans la complexité, se confronter. On ne va pas forcément être d'accord. Il y a plein de choses critiques à poser. Et justement, on a besoin d'aller toucher ça pour faire sortir des pensées intéressantes et avoir notamment un vrai positionnement face aux projets politiques antisémites et racistes de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui en France. Donc merci beaucoup pour ces premières pistes de réflexion. C'était un peu l'enjeu donc de cet événement donc du 6 octobre qui a été du 6 novembre pardon. Décembre. Oh là là, je suis perdu dans les dates. qui a été annulé. Et ça pose donc en final la question de notre autonomie politique. Comment on structure nos réflexions si on n'a même pas en fait d'espace qu'on contrôle concrètement, quoi. Et pour réfléchir à ces enjeux, moi j'aime toujours me tourner vers le passé. On n'est pas les premiers à essayer de se mobiliser contre le racisme en France. Il faut regarder ce qui a été fait avant nous. Ça tombe bien, c'est les 40 ans de la Grande Marche pour l'égalité et contre le racisme. On en parle tout de suite dans le moment culture générique.